First of all, I would like, on behalf of the Minister of Mines and Hydrocarbon Equatorial Guinea, the Republic of Equatorial Guinea, first to thank the Republic of Cameroon, His Excellency the President Paul Biya, to give us this great opportunity to be at the city of Douala, because today is a historical day. Je voudrais d'abord commencer par remercier le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Chief Dr Joseph Diongouté, qui m'a fait l'honneur de le représenter ici au lancement de cette importante activité. Je voudrais, avant l'entame de mon propos, déjà remercier les autorités du Cameroun et celles de la ville de Douala en particulier qui nous font l'honneur de nous accueillir pour cet événement. Je profite de votre micro pour remercier d'abord les autorités camerounaises et les organisateurs pour nous avoir permis de nous réunir ici pour mener la réflexion. Je salue vraiment mon frère Gabriel, le ministre équato-guinéen, qui nous a lancé cet appel. Et aussi, je remercie le CABEF qui a permis que nous soyons ici ce matin. It is the first day that Minister of the region, we are given a mandate that we need to do a study. Now, we want to reiterate a very important part. Energy poverty is a reality. We are moving Central Africa and the continent of Africa in the direction of their goals, which is to eliminate energy poverty by 2030. Le Central African Business Energy Forum est un cadre d'échange, de réflexion en vue des actions pour le développement énergétique dans la sous-région. C'est une initiative qui a commencé pour sa première édition au Congo et nous sommes heureux de voir aujourd'hui cette merveilleuse aventure se poursuivre. Merveilleuse aventure se poursuivre. Alors, je vais demander à la personne qui est à votre gauche de se présenter. Monsieur Lodjou. Merci, Monsieur Claudel, de me passer la parole. Je prends cette occasion pour dire merci à l'organisation déjà et saluer les illustres ministres et participants qui sont ici aujourd'hui. Je me nomme Monsieur Lodjou Tchona Edwige Patrice, sous-directeur des approvisionnements, des agréments et des transferts des produits pétroliers à la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures. Je représente ici mon directeur général, M. Oki Johnson, en Péchy. Merci. Très bien. Et le troisième panéliste, M. Ekabouma, s'il vous plaît. Non. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir notre micro, s'il vous plaît? Bonjour.
Tout d'abord, je voudrais remercier l'organisation pour l'invitation et profiter aussi de saluer les excellences, messieurs les ministres qui sont présents dans l'Assemblée. Je suis David Ekabouma, je suis le directeur du suivi et de l'évaluation au Fonds africain de garantie pour les PME qui est basé à Nairobi. AGF, par son abréviation, est une initiative de la Banque africaine de développement en collaboration avec les partenaires au développement, notamment le Danemark, l'Espagne, la France, l'Allemagne et ainsi que les pays nordiques représentés par leurs institutions financières internationales qui travaillent avec le secteur privé. En Afrique centrale, grâce aux institutions financières qui ont bénéficié de notre garantie, près de 2500 PME ont pu accéder à des financements qui ont été évalués à environ 400 milliards de francs CFA. Ces financements ont permis à ces PME non seulement d'augmenter, d'accroître leurs activités, mais aussi surtout de créer environ 60 000 nouveaux emplois qui ont bénéficié en majorité aux jeunes et dont le tiers a bénéficié à des femmes. Je suis ici en tant que ma contribution sera essentiellement sur les aspects de structuration et de financement et d'identification et de risques liés à ce type de projet d'infrastructure. Je vous remercie. Parfait, merci. Merci David. Et le dernier venu, Monsieur Ella, on est juste en train de faire un tour de table. Si vous pouvez vous présenter, nous dire pour quelle structure vous travaillez et quelle serait votre contribution sur un panel qui porte sur l'investissement. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour, chers tous. Je suis Patrick Hervé Elapeke, représentant résident de la Banque de développement des États d'Afrique centrale. Patrick, on ne t'entend pas. Si David, tu peux lui donner ton micro. Représentant résident de la Banque de développement des États d'Afrique centrale au Cameroun. La Banque de développement des États d'Afrique centrale, B2AC, est l'instrument mis en place par nos États, les États de la zone CEMA, pour contribuer à la réduction de la pauvreté, à l'amélioration des conditions de vie des populations. Comme vous savez, la zone CEMA couvre les 6 pays que sont le Cameroun, le Congo, la Centrafrique, la Guinée équatoriale, le Tchad, et je pense que j'ai tout cité. Le Congo, où se trouve d'ailleurs le siège de la banque. Nous sommes dans le cadre d'un projet intégrateur, une initiative qui contribue à répondre à un problème. Nous avons écouté les ministres hier, le problème de réduction de la pauvreté énergétique au niveau de la sous-région. Il y a un certain nombre d'itinéraires qui ont été identifiés. Les 3, moi j'appelle celui qui longe un peu la côte, qui part de Guinée équatoriale jusqu'au Tchad en passant par le Cameroun. Il y a celui qui part du Gabon qui relie le Congo et le 3e qui va de l'Angola jusqu'en RDC et même jusqu'au Burundi. Il s'agit d'une réponse à un réel problème qui va relier les points de production, comme ça a été dit, très bien présenté hier par les premiers responsables qui sont intervenus hier, des points de production à la fin au point de consommation. Donc il s'agit d'un projet
d'un projet qui regroupe plusieurs pays. La BDAC est habituée à intervenir sur ce type de projet. Nous l'avons déjà fait dans le secteur des infrastructures de transport. Nous l'avons fait, nous le faisons dans le cadre des projets énergétiques. J'ai entendu hier, on a évoqué le pool énergétique auprès duquel la B2AC intervient. Donc il s'agit d'un réel projet qui correspond aux missions statutaires de la banque. Et c'est ce qui explique notre présence dans cette importante initiative, cette importante rencontre pour laquelle je renouvelle mes félicitations aux organisateurs. Merci, Monsieur Ella. Donc là, vous voyez que je suis bien entouré. J'ai un super beau panel d'experts. Si on revient sur le projet qu'on nous a présenté, c'est un projet très ambitieux, comme je le disais, et qui comporte plusieurs enjeux. Il y aura des enjeux politiques, on parle de 11 pays. Je pense que la prochaine étape, après la signature du MOU d'hier, ça va être probablement une déclaration des différents ministres de ces pays. Il y aura des enjeux socio-économiques, il y a des communautés qui vont être impactées par ce projet. On parle beaucoup de contenu local, il faut que ce projet nous permette de générer des retombées économiques pour nos pays. Il y a des enjeux environnementaux, on parle de gazoducs, on parle de pipelines pour des pétroliers, donc il faudra encadrer ces enjeux-là. Le cadre juridique, le cadre législatif, et surtout, on parle d'argent, donc des enjeux financiers. La sécurisation des flux monétaires, les mécanismes de change, la bancalité de projet. Donc aujourd'hui, on va essayer d'adresser tous ces challenges-là. On va essayer de notre mieux. Donc sans plus tarder, j'aimerais poser la première question à notre régulateur, M. Lodjou. Dans un tel contexte, comment s'assurer d'une harmonisation régionale de la régulation et de la législation qui encadrerait un tel projet? On est sans savoir, chacun des pays a son code minier, a son code gazier, a son régulateur pour l'électricité, mais dans un projet transfrontalier, comment on devrait harmoniser toutes nos pratiques? Merci Claudel de me passer la parole. Je pense que l'harmonisation d'un tel projet passe d'abord par une très bonne communication. Et la communication passe déjà par la participation effective à des forums comme ceci. La CSPH, dans son rôle de régulateur qui contient deux volets, la mission de stabiliser les prix et celle de réguler l'approvisionnement du pays en produits pétroliers, n'oublie pas que le Cameroun est la porte d'entrée d'autres pays comme le Tchad et puis la RCA. Et comme nous avons une structure de prix qui est une allocation de ressources déjà pour l'État et pour les différents acteurs de la filière, en termes d'investissement, nous devons prendre part à tout projet permettant un investissement ou une amélioration de l'accès aux produits pétroliers à nos populations. C'est pour ça que nous intervenons dans le conseil d'administration de la SCDP, de la SONARA, pour non seulement améliorer les capacités de stockage par le financement dans la structure des prix, en tenant compte des consommations. Et nous recevons aussi, en tant que régulateurs, les plaintes de nos différents marketeurs, notamment dans la nouvelle réglementation du change, parce qu'il faut savoir que, étant dans la zone CEMAC, en ce qui concerne le gaz domestique, l'État a voulu exonérer ce produit pour faciliter son accès à la population. Donc il y a beaucoup de projets d'investissement. Le pipe tel que c'est fait, ça a été pensé depuis et nous réfléchissons ensemble. C'est dans ce cadre que nous aussi, nous participons à l'ARDA, qui est en Afrique du Sud, tous les forums qui discutent des projets intégrateurs. Le gouvernement, à travers la CSPH, est intéressé à apporter sa modeste contribution. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette contribution, Monsieur Lodjou.
J'aimerais peut-être passer la parole à David Ekapuma, qui, avec son expertise financière, peut nous expliquer comment on finance ce type de projet. On vient de parler de sa complexité. On sait combien c'est difficile d'y arriver. Alors, juste nous éclairer là-dessus, David, s'il te plaît. Allô? Oui, donc dans la question, pour y répondre, je veux parler de deux choses, sur le comment et surtout sur les aspects de bancabilité. Avant de pouvoir aller chercher du financement, il faut s'assurer que dans la structuration elle-même du projet, on se soit assuré qu'on ait identifié au minimum, à minima, et éventuellement mitiger un certain nombre de risques qui se retrouvent à 5 niveaux. Cette démarche-là, elle est simple d'un point de vue théorique, mais beaucoup plus complexe dans son implémentation sur le terrain. Et en termes de risques, de zones de risque qu'il faut s'assurer d'avoir identifié, il y a au premier niveau les risques qui sont liés au pays. On a évoqué les risques, on a évoqué le fait que les législations ne sont pas les mêmes. On parle d'énergie, et l'énergie c'est un secteur fortement régulé. Comment cette régulation, dans un système qui sera transfrontalier, quelle est-elle? Quel confort donne-t-il aux potentiels investisseurs en matière de bonne exécution une fois que le projet est terminé, ou de sécurisation? On a évoqué les aspects, il faut aussi évoquer les aspects politiques. Quel est l'environnement politique, la stabilité? Il faut regarder dans un projet qui s'intègre dans des pays, finalement, c'est le dynamisme des économies qui va permettre de générer des flux. Quel est l'environnement économique et la pratique de la vie des affaires, et notamment sur les aspects éventuels de est-ce qu'il y a la possibilité par le gouvernement unilatéralement de nationaliser des biens pour des investisseurs? Ils vont être attentifs à ça. Est-ce qu'il y a eu cet historique? Et une fois que ce risque au niveau pays est identifié, en général, il y a des façons de les réduire. Ça peut être par des garanties données par le gouvernement, ou ça peut être par des garanties à l'extérieur du gouvernement, donc par des organismes tels que la Banque mondiale au travers de MIGA ou d'autres institutions. Ensuite, il faut regarder tout ce qui est risque portant au porteur du projet. Qui sera le porteur du projet? Va-t-on avoir un acteur parapublic, un acteur public, un acteur privé? Ce porteur de projet a-t-il l'expérience pour conduire et mener ce type de projet en matière de gouvernance, en matière de prise de décision? Parce que si l'argent rentre, comment vont être prises les décisions? Le banquier ou le financier va être attentif à ces points. Au troisième niveau, il y a l'exécution technique du projet. Qui va exécuter le projet? Donc dans la conception, donc la partie design, dans la partie construction, dans la partie procurement. Donc on parle en général de l'IPC. Qui sera l'IPC? Qui va faire tout ça? A-t-il l'expérience? Comment a-t-il été sélectionné? Parce que là encore, c'est un risque qui est l'argent qui rentre, mais le projet ne voit jamais jour, donc les financiers ont perdu leur argent. Ensuite, on va regarder
qui sont les acheteurs. On a parlé de gazoducs, de pipeline pour transporter. Où ça va, qui va acheter, quels seront les contrats, comment ce sera sécurisé, est-ce que ça va aller chez les particuliers directement, est-ce que ça va passer par une société parapublique qui va distribuer, mais qui sera le preneur. Il faut comprendre la structuration financière de ces acheteurs, parce qu'au final, générer des flux à ce niveau-là, et ces flux-là vont permettre de payer l'investisseur soit en dividende, soit en remboursement d'emprunt. Et au-delà de tout ça, les aspects environnementaux et sociaux. Quels sont les risques environnementaux? Quel sera, on parle de risques, mais aussi quel sera l'impact positif en matière de création d'emplois? Ça, ce sont des choses qu'il faut bien maîtriser et bien mettre en avant dans un dossier, parce que l'idée en soi est bonne, c'est son exécution et les acteurs qui vont créer un risque de défaillance, soit pour les actionnaires, soit pour les prêteurs. Donc il faut bien maîtriser ça. Donc en ce qui concerne les sources de financement, l'argent, j'aime à dire que l'argent n'est pas le problème, mais c'est la qualité et la bancabilité qui doit être assurée en maîtrisant les risques dans ces 5 domaines-là que j'ai évoqués. Parce qu'au niveau, sur un projet comme ça, traditionnellement, c'est au moins, et déjà ici on le voit par la présence des ministres du secteur, ça doit être porté par le gouvernement. Ensuite, qui va donner une certaine contribution, sûrement une contribution pour lancer le projet, mais l'essentiel du projet peut être ou financé par des banques de développement régionales. Certains aspects du projet peuvent être financés, et on a beaucoup parlé de local content, donc tout ce qui est travaux qui peuvent être faits par des PME locales peuvent être financés par des banques locales. Et ces banques locales, des institutions comme le Fonds africain de garantie, sur ce type de projet, peuvent apporter une garantie financière à ces banques qui prêtent à ces PME. Et si après ces financiers locaux, il y a toujours besoin de financement, le financement, il faut rechercher sur des partenaires financiers non régionaux, des marchés de capitaux. J'évoque les marchés de capitaux. Il y a des exemples récents en Afrique de l'Ouest où la BOAD a levé 500 milliards, l'État du Bénin a levé 300 milliards pour financer un certain nombre de projets qui rentrent dans une stratégie de développement régional. Donc, c'est ces sources de financement-là auxquelles ce type de projet dont on parle pourrait faire lieu, à condition d'avoir été très bien structuré. Et comme je le disais, l'identification semble être simple, mais la mise en œuvre est assez complexe et demande d'être accompagné par des cabinets, par des experts qui ont travaillé sur ce type de projet. Merci David, réponse très exhaustive. Je retiens la bancabilité est l'un des préalables fondamentaux pour pouvoir financer des projets d'infrastructures de cette nature. Il y a différents acteurs. Tu as mentionné les gouvernements, tu as mentionné les prêteurs, les fournisseurs d'équité. Et dans les prêteurs, je pense qu'on a différents types de prêteurs, des banques locales, et tu as parlé des banques régionales. Et j'aimerais rebondir là-dessus et poser la question à Patrick, qui représente la B2AC. Patrick, si tu pourrais nous éclairer, s'il te plaît, sur quelle partition la B2AC joue dans ce type de projet. Est-ce que vous intervenez dans une phase précise du projet, en avant-projet, pendant l'exécution du projet? Juste nous éclairer un peu là-dessus, s'il te plaît. Merci. Merci.
Dans la palette de services de la B2AC, il y a différents modes d'intervention qui sont possibles. Il y a le financement des études, c'est l'un des instruments qui existent, et la contribution au schéma de financement, une fois que le véhicule qui porte le projet est identifié. Et bien sûr, il y a la phase de suivi du projet. Pour le financement des études, il s'agit d'une requête qui est présentée à la banque pour solliciter cette intervention. Il y a un minimum d'informations qu'il faut avoir sur le projet. Et la banque, par ses instances internes, pourra évaluer l'opportunité d'intégrer cette activité dans son programme de travail. À l'issue, si l'issue est positive pour le financement des études, il y a deux choses qui sont possibles. C'est-à-dire, on a une idée sur la rentabilité du projet et le financement de ces études est réparti 50% entre la banque et le véhicule qui porte le projet. Donc, dans la phase suivante, la banque aura le rôle d'arrangeur aux côtés de peut-être d'autres institutions pour boucler le financement d'exécution du projet. Ça, et si les études ne sont pas positives, il est demandé à la structure qui a sollicité la banque de payer 50% de ce qu'auront écouté les études. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans la palette des services de la banque, c'est le financement de projet. Dans le financement de projet, on peut avoir la mission d'arrangeur et de cofinancier. Dans le financement de projet, David l'a assez bien présenté. La banque va évaluer la structure qui porte le projet, va évaluer le projet dans toutes ses composantes. La faisabilité technique, elle est établie. Les acteurs autour de la table sont rassurés et les hypothèses et les projections du projet sont concluantes. Les potentiels effets négatifs sur l'environnement sont mitigés et on a parlé tout à l'heure du procurement, donc c'est la passation de marché. Les acteurs, on va contrôler le recrutement des différents intervenants dans le cadre de l'exécution du projet et ensuite la banque va suivre l'exécution du projet. C'est en quelques mots les étapes clés. Mais je voulais surtout insister sur, vu l'expérience de la banque dans l'exécution de ce type de projet, je veux insister sur les potentiels écueils. Le premier, c'est de arriver à faire asseoir les États sur un projet intégrateur. La gestion de l'interface entre deux pays n'est pas toujours facile. C'est déjà avancé, on a vu les ministres hier, mais il faut aller au-delà. Le MEU a été signé hier entre le CABEF et l'APO, mais maintenant il va falloir faire asseoir les États pour que les États conviennent de s'asseoir ensemble et ensuite mettre en place une structure qui va suivre le projet. Voilà ce que je peux dire en quelques mots à ce stade. Merci beaucoup pour tes lumières, très instructifs. Je suis très surpris de voir notre 5e panéliste que j'aimerais remercier parce qu'il m'a écrit ce matin en me disant qu'il ne se sentait pas bien et qu'il ne pensait pas être là, et je le vois, il a fait les efforts pour être là. Merci Henri. Très rapidement, tu vas prendre la balle au bon, tu te présentes, pour quelle structure tu travailles, et je te pose tout de suite ta question. Henri est sur le panel, surtout pour les aspects juridiques, dans le cadre de projets complexes comme ceux dont on parle. Donc Henri, tout de suite, j'aimerais qu'on parle des mécanismes de partage des risques.
de coûts et de bénéfices et de toutes les pratiques d'engagement des investisseurs dans ce type de projet. Donc si tu peux nous éclairer là-dessus. Oui, merci. Donc je m'excuse pour mon retard. Henri EPC, donc plusieurs casquettes, mais on va dire pour faire simple, j'ai travaillé pendant de nombreuses années comme avocat international d'abord, sur les problèmes justement d'infrastructure dans le secteur de l'énergie, le pétrole et l'électricité notamment. Et actuellement, je travaille à Eneo. Et en effet, ce sujet des investissements dans les infrastructures transfrontalières, c'est un sujet qui, en Afrique centrale, nous interpelle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, tu me permets de faire une ou deux introductions. Mais rapide, s'il te plaît. Très rapide. Je n'ai que 10 minutes, donc. Tout à fait. Non, je pense que s'il faut retenir, c'est que de la petite expérience que j'ai aujourd'hui, nous avons vocation d'abord à tirer les leçons d'abord de projets qui ont abouti avec succès. D'accord ? Nous avons des sociétés pétrolières aujourd'hui dans la salle. Je crois que le pipeline Tchad-Cameroun, par exemple, c'est un bon exemple sur lequel nous avons vocation à nous appuyer. C'est la première chose. Pour dire qu'il est possible de faire des projets d'infrastructures transfrontalières. La deuxième chose, et c'est ça qui permet de répondre à la question de l'allocation des risques et des engagements des différentes parties. C'est pourquoi devons-nous le faire? Et je pense que c'est peut-être comme ça qu'il faut aborder la question. Pourquoi avons-nous besoin de faire des projets transfrontaliers dans cette sous-région, particulièrement dans cette sous-région? C'est parce que quand vous regardez la sous-région, on parle bien de la CEAC et pas seulement de la CEMAC, nous avons des pays qui sont complémentaires, que ce soit en termes de ressources naturelles, que ce soit en termes de ressources agricoles, que ce soit en termes de ressources énergétiques, et j'ai envie de dire de ressources financières. Et aujourd'hui, je pense que le défi qui se pose à notre sous-région, et quand on voit aujourd'hui le contexte international, où nous sommes tous d'accord pour dire que cette sous-région est dépendante, est trop dépendante du contexte international, c'est de se dire qu'il faut déjà que nous soyons plus forts pour résister aux externalités. Il n'est pas normal que dans cette sous-région, nous ayons des pays qui ont des ressources gazières importantes et que d'autres aient des problèmes énergétiques et doivent importer du pétrole pour faire fonctionner leurs centrales électriques. Il n'est pas normal que nous soyons dans une région où certains pays, prenons celui du Cameroun par exemple, qui a un énorme potentiel agricole, qui a des excédents en réalité de culture vivrière et un potentiel de culture vivrière, nous ayons matériellement du mal pour acheminer nos cultures vivrières dans des pays voisins qui en ont besoin, comme le Tchad, la Centrafrique et le Congo. D'accord ? Je pense qu'il faut d'abord aborder la question sous cet angle-là. Pourquoi le faisons-nous ? Et après cela, on peut répondre aux questions. Et ensuite, vous avez des pays qui ont vocation à supporter plus certains risques que d'autres. Certains pays ont, surtout quand les cours du pétrole sont hauts, je n'ai pas besoin de citer de nom, n'est-ce pas, finissent par dégager des excédents de réserves de change. D'accord ? Donc je pense que c'est quelque chose sur lequel nous avons vocation à nous appuyer quand nous définissons des mécanismes de financement. Je pense qu'on est tous des spécialistes de ces questions. J'ai pas besoin comme on n'a pas beaucoup de temps, je n'ai pas besoin de m'épandre là-dessus. Et ensuite, je termine par mon secteur, par exemple le secteur de l'énergie aujourd'hui. Le cas du Cameroun, quand on voit le potentiel énergétique de ce pays, son potentiel hydroélectrique, d'accord, une des questions que nous devons nous poser, est-ce que ça ne fait pas sens que les pays de cette sous-région se mettent ensemble pour dire on fait un pot commun, permettez-moi d'utiliser une expression vulgaire comme une espèce de tontine, on fait un pot commun, d'accord, et on développe une infrastructure commune. Donc mais pour cela, ce que ça va impliquer, c'est également de changer un peu nos conceptions un peu rigides en termes de droit de propriété, en termes de souveraineté, pour se dire, il faut peut-être que nous pensions à penser des infrastructures énergétiques régionales comme des biens communs de tous les pays de la sous-région, ce qui nous permettra de mutualiser nos ressources et de développer ces projets. Voilà, comme on n'a pas beaucoup de temps, c'est ce que je voulais au moins expliquer. Merci beaucoup Henri. Et tu me permets de rebondir sur tes derniers mots. Tu étais malade et hier justement,
le ministre Gabriel Obiang nous a fait une belle présentation du projet intégrateur qui est le CAPS Project, qui a vocation justement à répondre à toutes les questions dont que tu as mentionnées. Alors j'aimerais terminer, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, peut-être avec un exemple concret. Docteur Assamba, si vous pouvez nous éclairer, il y a plusieurs projets complexes, Henri en a mentionné quelques-uns, qui ont réussi à mobiliser des fonds à être financés. Alors, en votre qualité, si vous pouvez juste nous donner un exemple et quels ont été les facteurs qui ont permis à ce projet de reach the financial close, s'il vous plaît. Oui, merci. Je parlerai du projet Nachigal, projet de construction du barrage de Nachigal, qui a réuni toutes les conditions qui ont été évoquées tout à l'heure et qui a mis sur la table 800 milliards de francs CFA pour 420 mégawatts. Voilà donc l'exemple d'un projet qui réunit les conditions préalables de maturité à la fois technique, financière et économique. Technique parce qu'il y a un ensemble de conditions, que le projet soit effectivement mûr, que le projet réunisse les conditions de sauvegarde environnementale et sociale, que la question des indemnisations soit adressée et qu'on y trouve une réponse satisfaisante, que la question de l'unité en charge de la gestion, n'est-ce pas, du barrage soit réglée, qu'on ait identifié les bonnes personnes avec justement un cahier de charges bien établi. Tout ça a été mis ensemble. Maintenant, s'agissant de la mobilisation des financements, évidemment, voilà un projet d'une complexité évidente, mais qui a eu des réponses pertinentes au point d'en faire aujourd'hui, n'est-ce pas, un bon exemple, un best practice. L'État, une certaine contrepartie avérée, les partenaires tant bilatéraux que multilatéraux, les partenaires qui apportent les offres de garantie, c'est le cas de l'AMIGA au niveau de la Banque mondiale, les partenaires privés, n'est-ce pas, dans le cas des PPP, avec la SFI, toujours une filiale de la Banque mondiale comme chef de file, et d'autres partenaires bilatéraux qui ont mis de l'argent dans le paquet. Et voilà que 800 milliards, je voulais dire, ont été réunis, n'est-ce pas, pour faire de ce projet un projet emblématique. Non seulement pour le Cameroun, inonder tout le réseau interconnecté sud, le relier au réseau interconnecté nord en vue notamment d'alimenter la République du Tchad au travers d'un projet qui est né aujourd'hui qu'on appelle le PIREC, n'est-ce pas, qui va connecter le Cameroun au Tchad en vue de faire du Cameroun, et en réponse à M. Epessé, une réponse positive, une sorte de hub énergétique d'Afrique centrale aux côtés, n'est-ce pas, du projet du pays frère de Guinée équatoriale que nous saluons. Tout cela pour apporter un retour sur investissement qui donne tout le sens et toute la pertinence à un projet qui a commencé par bien être structuré et qui aujourd'hui fait entrevoir des gains d'efficience qui seront bénéfiques non seulement pour le Cameroun, mais aussi pour le Tchad et pourquoi pas pour notre grand voisin, le Nigeria, qui est juste à côté, et qui va aussi permettre, n'est-ce pas, de régler les problèmes posés par le barrage hydroélectrique de Lac-d'Eau. Je pense que si on l'a dit, voilà un projet qui peut entraîner beaucoup d'autres, parce que notre sous-région d'Afrique centrale est une région richement dotée en ressources, mais paradoxalement nourrie, parce qu'en même temps, nous avons 804 millions d'hectares et une réserve de biomasse assez suffisante, du gaz, du pétrole, de l'uranium et autres. En même temps, 50% de notre population n'est pas électrifiée, ce qui est un drame. Ça nous ramène, n'est-ce pas, à une sorte de syndrome hollandais. Hein, des gens qui ont le potentiel, mais qui se nourrissent que du potentiel, qui ne font pas transformer le potentiel. Donc il y a là vraiment, je voulais terminer par là, une nécessité de passer à autre chose. C'est pour ça que je salue une assise comme celle-ci, pour que l'Afrique centrale ne consacre pas seulement en termes de mots ce qu'ils veulent appeler, ce qu'ils appellent transformation structurelle, mais que ce soit quelque chose d'effectif, parce que derrière la transformation structurelle, justement, s'enchasse l'industrialisation qui a besoin de beaucoup d'énergie. Je vous remercie.
Merci. Claudel, oui, tu permets? Oui. Juste un point sur Nachtigal, car je suis absolument d'accord avec le professeur sur Nachtigal. Un des points importants à comprendre, en fait, la garantie principale du projet Nachtigal, vous allez être surpris, c'est pas une garantie financière, c'est l'économie camerounaise. En fait, c'est la capacité de l'économie camerounaise à supporter le coût de ce projet. C'est-à-dire, c'est d'abord notre développement industriel, c'est le fait que nous ayons des infrastructures de transport qui permettent d'évacuer cette énergie. Donc, je suis complètement d'accord avec le professeur, c'est un bon exemple, mais maintenant, il faut continuer, et il ne faut pas également se tromper. Quand on parle aujourd'hui de développement des infrastructures, derrière, on a besoin d'un tissu industriel et économique fort. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Parfait. Merci pour la précision. Malheureusement, c'est tout le temps qui nous est imparti aujourd'hui. Le ministre Gabriel a toute une vision et aujourd'hui, c'est la musique à mes oreilles. Je pense que cette vision pourra voir le jour. Le temps aux paroles est terminé, ça va être le temps à l'action. On retient qu'il faut bien se préparer, il faut bien s'entourer d'experts et donc le CABEF saura être bien accompagné pour pouvoir mener à bien sa mission. Je vous remercie. J'espère que l'audience a été intéressée par tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Alors, merci. Je vais vous prier d'applaudir une fois de plus pour nos différents panélistes. You can feel free to ask your question or add any contribution. Nous ferons l'effort de mettre à contribution les hôtesses pour passer avec des micros et vous permettre d'intervenir à la fin de chaque panel pour poser une question ou ajouter une contribution, ceci avec le concours bien évidemment des modérateurs. Alors on va revenir sur le panel qui était censé ouvrir ces échanges ce jour, The Synergy of Mining and Hydrocarbons for Central Africa Industrial Development. Il sera modéré par Madame Ika de John Kibonge. Distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, je vous remercie de participer à ce panel. Mon nom est Ika de Jong, je suis journaliste, consultante en communication et CEO de IDG Consulting. Je viens d'un pays, la République démocratique du Congo, riche en minéraux, qui s'est longtemps appuyé sur son développement, sur ses richesses minière qui aujourd'hui, avec son Excellence, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et son ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, ont décidé de mettre en avant les énergies fossiles. Pour ce faire, la République démocratique du Congo a pu déjà compter sur l'expertise de son Excellence le ministre des Hydrocarbures de la Guinée équatoriale, M. Obiang, que je tiens à remercier. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet, le thème du jour qui est la synergie entre l'exploitation minière et les hydrocarbures pour l'Afrique centrale afin d'aboutir à un développement industriel. Je vais inviter M. Edgar Mbina Kombila, directeur général des hydrocarbures du Gabon. Est-ce qu'on peut l'applaudir aussi? Merci.
Monsieur Agbor Tikou, chef département Mining of Engineering de la Guinée équatoriale. Merci. Monsieur Serge Hervé Boyogwenou, le directeur général de la Société nationale des mines du Cameroun. Bonjour messieurs. Selon la Banque africaine des développements en 2012, l'Afrique possède 30% de réserves en minerais mondiales, alors que ses réserves de pétrole et de gaz ne représentent que 7,5% des réserves mondiales. Plus de 30% des minerais se trouvent en Afrique. J'aimerais bien avoir votre avis concernant cette étude, cette thèse de la Banque africaine des développements. Bien, merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier l'organisation et dire ici bonjour aux excellences les ministres de la sous-région Afrique centrale qui nous donnent aujourd'hui l'opportunité d'être à ce panel. Effectivement, à l'instar de mon pays, le Gabon, qui regorge des réserves très très élevées en minerais, les 6 pays de l'Afrique centrale également, vous l'avez cité tout à l'heure, l'exemple du Congo démocratique. Donc ces 6 pays regorgent également de grandes réserves, de gros potentiels en minerais. Donc ce potentiel demande justement à être mis en valeur. Jusque-là, l'exploitation de ces minerais est faite grâce à l'énergie thermique. Donc pour l'exploitation de ces minerais, c'est plutôt le fuel qui est utilisé comme source d'énergie. Donc, source d'énergie justement pour produire l'électricité. Mais cette source d'énergie fait que la production de ces minerais est coûteuse. Donc les coûts de production sont très élevés. Pour essayer de maîtriser les coûts, mais certains pays comme le Gabon ont mis en place des projets de développement de gaz, donc pour la production de l'énergie, de l'électricité. Donc ce sont ces projets justement de gaz to power qui pourront contribuer justement à la production de ces minerais à un coût moindre. Donc d'où une bonne synergie justement entre et la production des minerais. Donc il y a par exemple des projets de construction des pipelines justement pour le transport de ce gaz. Au Gabon par exemple, le gaz il est produit essentiellement en offshore. Donc ce gaz doit être transporté de l'offshore vers le continent pour mettre en place justement des centrales électriques, et ces centrales électriques qui vont fournir de l'énergie aux compagnies minières, à l'industrie minière. Okay. Monsieur Agbor Tikou, in English? Okay. We just want to know the proposition that you can give for a synergy between mining and the hydrocarbon industry. Okay, thank you for the question. Good morning to Your Excellencies and ladies and gentlemen in the hall.
So I'd like to say, before we go to the proposal, we need to define synergy first of all. So in the business sector, synergy is a situation where companies come together with the aim of producing more benefits than what they can make individually. So to this stage, we have a lot of companies that invest in the extractive industry. For example, we have a lot of petroleum and mining companies that have been functioning successfully for very long. However, the table is turning. We have the incidence of climate change that has brought difficulties for petroleum companies to source the financing they need to expand. Mining companies also need to expand very fast in order to be able to produce the materials that are needed for renewable energies. So this situation has put in place what we call the incentive, which means it gives a reason why these companies in the extractive sector must come together, unify their efforts, and then to be able to produce what is needed from them. So in terms of the proposal for them to reach synergy, the first thing is we have identified the incentive. The second thing now is at the level of the laws of the countries that are involved. These laws need to be modified to make it such a way that we have a buffer zone in which the law allows for synergy. The third thing is the manpower. In Africa, we have the extractive sector makes use much more of expatriates in the top positions. So we have to train our own manpower to be able to operate in this kind of setting. So those are some of the points that can help to bring synergy. I think my co-panelists can give more data to that. Thank you. Thank you. Nous remercions M. Komodé et Étienne Noël qui vient de nous rejoindre sur ce panel chargé de mission du développement de l'énergie de la République centrafricaine. Merci. Je vais poser la question à M. Serge Hervé Boyo. Comment une relation entre la métallurgie et le secteur OG dans les pays d'Afrique centrale peuvent booster le développement industriel? Merci. Je commencerai par remercier les organisateurs, Madame Nathalie, le ministre Gabriel ainsi que l'ensemble des ministres qui sont présents dans la salle pour l'organisation de cet événement qui va en lien direct avec le développement du secteur minier dans toute la zone. Il faut dire que sans synergie entre le secteur des hydrocarbures et le secteur minier, il n'y aura pas de développement minier, il n'y aura pas de développement industriel dans nos pays. Pour ce qui est du cas du Cameroun particulièrement, nous avons dans la région de l'Adamawa un gisement de bauxite de classe mondiale, mais qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas exploité parce que la principale difficulté, c'est l'énergie. Le fleuron de notre industrie, qui est la société Alucam, continue de faire venir l'alumine de Guinée. Pourtant, à l'intérieur du territoire, nous avons 1 milliard de tonnes de bauxite dans la région, dans la région du nord du pays. C'est dire que sans synergie, sans développement du secteur de l'énergie, il n'y aura pas de développement minier, il n'y aura pas de développement industriel, il n'y aura pas de développement industriel dans notre pays. Vous prenez l'ensemble, la boucle de fer, ce que j'appelle la boucle de fer de l'Afrique centrale, qui va de la République du Congo en passant par le Tchad et revenant par le Cameroun, qui a pour point d'exutoire le port en eau profonde de Kribi au Cameroun. Sans ce projet, sans le projet CAP, sans une synergie entre les deux secteurs, il est impossible pour ce projet de voir le jour. Des projets pareils, je peux vous en citer des dizaines qui ont besoin d'une synergie entre les deux secteurs, qui ont besoin du développement du projet CAP. Je peux dire que nous avons commencé un travail, nous avons anticipé un travail à l'issue de la première présentation de ce projet CAP.
se basant sur les données de la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun à travers le projet EPICI, qui est la production du gaz au large de Kribi, ainsi que du projet Yoyo Landa, dont le ministre Gabriel maîtrise très bien. Ce projet, il est essentiel pour le développement du secteur minier, aussi bien au Cameroun, au Congo, au Gabon, bref, dans toute la sous-région. C'est dit que le secteur des hydrocarbures, le secteur pétrolier et le secteur gazier, sans ce secteur, il est impossible d'avoir un secteur minier fort, d'avoir un développement dans nos différents pays. Comme vous venez de le dire, donc sans cette synergie, rien n'est possible. Tout à fait, sans cette synergie, rien n'est possible. Merci. Je m'en vais poser la question à M. Komodé de la République centrafricaine. Nous venons d'entendre M. Serge qui nous dit que sans cette synergie, rien n'est possible. Est-ce qu'on peut proposer une solution afin de répondre au manque de synergie entre l'industrie minière et les hydrocarbures? Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de ce forum. Et de deux, je tiens aussi à présenter mes civilités à tous les ministres ici présents. Le cas centrafricain, je voudrais d'abord vous dire que la République centrafricaine dispose d'un potentiel énergétique important, notamment en hydroélectricité, en solaire, en biomasse, pour ne citer que cela. Dans le domaine minier, en dehors justement, en plus du diamant, de l'or, nous disposons des gisements aussi de pétrole brut, de gaz, et aussi d'un autre produit, de l'uranium, des lignites en fait, c'est ça. Donc, cependant, la valorisation de ces produits miniers pose problème dans le contexte actuel de la République centrafricaine. Et donc, cette initiative de CABEF est vraiment la solution idoine pour l'Afrique centrale pour se développer dans le secteur minier. Et donc, comme je n'avais pas eu tous les éléments d'appréciation, mais j'ai dit qu'il y a d'abord en matière de développement, il y a deux éléments importants pour le pays. Un, les infrastructures routières, parce qu'il faudrait que les centres de production et les centres de consommation soient accessibles. Deux, il faudrait justement maintenant faire de la transformation. Et la transformation demande donc l'énergie. Et c'est pourquoi je dis ici que pour répondre à cette préoccupation de la synergie, oui, c'est que l'initiative d'intégration régionale de l'Afrique centrale est donc la solution, l'intégration régionale énergétique. Énergétique, je dis, de l'Afrique centrale est donc la solution idoine pour cette synergie mine-énergie afin justement de permettre le développement durable de nos pays de l'Afrique centrale. Je vous remercie. Merci. Monsieur Edgar Mbina, pouvons-nous trouver un cadre de création d'une chaîne de valeur intègre entre les deux industries? Bien. Alors, visiblement ici, le développement de l'industrie minière dans nos pays dépend de l'énergie et l'énergie que nous pouvons produire à partir des hydrocarbures. Alors, ici, comme l'ont dit les prédécesseurs, en fait, le projet CAPS, qui va consister justement à interconnecter nos différents pays, les pays de la sous-région Afrique centrale, vient à point nommé dans ce sens que certains pays de cette sous-région ne peuvent pas produire suffisamment d'énergie à partir des hydrocarbures. Donc ceux qui peuvent justement produire un peu plus d'énergie, donc au-delà de l'utilisation locale
pour le développement de l'industrie minière qui peut être faite, mais peuvent également exporter dans des pays voisins, hein, par exemple entre le Gabon et la Guinée équatoriale et jusqu'au Cameroun, puisque bon, en regardant la vidéo d'hier, on a vu que ces 3 pays, y compris justement le Congo et le Rwanda, ces pays font partie de, je crois, de l'étape 2 de ce projet. Donc, évidemment, il faut un cadre qui soit mis en place. Et je pense que le MOU qui a été signé hier, justement par le CABEF et je crois l'APA, alors ce MOU pourra servir de point de départ pour mettre en place justement ce cadre-là. Merci. Merci. Sir Agbo, we need a framework to build a synergistic relationship between the metallurgy and OG segment in Central African country. A proposition? Okay, thank you for the question. Proposing a framework for synergy between the two, sections of the extractive industry relies on 2 things. The first is collaboration. They have to collaborate, analyze the incentive, the needs that each and every one of them has with synergistic relationship with the others. For example, petroleum companies can get the financing they need to expand from mining companies. And mining companies, they need energy. They need to phase out oil in order to reduce their carbon dioxide footprint. So they can use gas that comes from the hydrocarbon companies. So already they can collaborate at that level. And then the next thing is co-evolution, because once they collaborate, the benefits from each of these sectors will help the other evolve. So that's the basics. Now we can expand it by creating work groups that can basically think about other links to create. For example, training. I take an example in Equatorial Guinea where I work. The ministry has basically invested money from petroleum into the training of mining engineers. And we are collaborating with the Colorado School of Mines to produce world-class training that will allow these engineers not only work in the mining, but also be able to contribute in the petroleum sector. So it helps create the manpower that is required for these synergies to work. So those are the various aspects that can be considered, and even more, I think it takes a lot of time to be able to construct a very reliable framework for such a relationship. Thank you. Thank you, sir. Je reviens sur la même question, Monsieur Serge Hervé Bouillot. On a besoin d'un cadre pour construire cette synergie entre les segments de la métallurgie et de l'OG dans les pays d'Afrique centrale. Une proposition? Oui, merci. Peut-être qu'il faut déjà commencer par copier ce qui marche bien dans le secteur des hydrocarbures. Nous avons l'Organisation des pays producteurs de pétrole africain. Je pense qu'il y a eu un MOU hier. On peut déjà faire un cadre pareil avec les pays dans le volet de la mine solide, et puis les 2 organisations dans le cadre de l'Afrique, dans le cadre de l'Afrique centrale ou bien de la CEAC, peuvent se mettre ensemble pour ainsi mettre en place toutes les bases pour la synergie entre les 2 secteurs. Donc, je peux me reprendre. Nous avons l'APO, l'Organisation des pays producteurs de pétrole africain, ça marche très bien. Les États de l'Afrique centrale, ils sont représentés. Dans le cadre de ce projet, on peut mettre une organisation pareille qui s'occupe de la mine solide, et les 2 structures peuvent se mettre ensemble pour définir un cadre de travail pour pouvoir faire évoluer une synergie entre les 2 secteurs d'activité. Merci. Monsieur Edgar Mina, en parlant du Gabon, est-ce que vous avez aussi une proposition? Bien, mais justement, la proposition, en fait, bon, pour revenir justement sur la question du cadre dans lequel tout ce projet peut être mis en œuvre,
mais ce cadre ne peut que passer par nos organisations, par exemple l'APO qui regroupe déjà tous les pays producteurs de pétrole africains et au sein justement duquel se trouve la région Afrique centrale. Le CABEF est un cadre excellent qui a été d'ailleurs créé à propos. Donc je pense que tel que c'est parti, là nous sommes à la 2e édition, tel que c'est parti, cette organisation, ce forum va justement permettre de lancer ces projets intégrateurs. Et le Gabon soutient d'ailleurs à 100%, j'allais même dire à plus de 100%, le ministre gabonais du pétrole et du gaz est présent depuis le début du CABEF. Donc, du coup, le Gabon pense que c'est vraiment le cadre idéal et nous remercions d'ailleurs à cet effet le ministre équato-guinéen du pétrole, M. Gabriel, qui a eu cette lumineuse idée justement de vouloir regrouper toutes les capacités et tout le potentiel que regorge l'Afrique centrale. Monsieur Komodé, pour la République centrafricaine. Merci. Je dirais tout simplement que tout à l'heure, j'avais dit que la solution à cette initiative CABEF, c'est vraiment la solution idoine pour la synergie du secteur de l'énergie et du secteur minier. Cependant, cette volonté politique doit se traduire maintenant par des actes concrets pour qu'effectivement la population puisse, d'une manière visuelle, savoir qu'effectivement la volonté politique de nos gouvernements se traduit par des faits concrets qui effectivement touchent la population à travers cette énergie, mine énergie. Je vous remercie. Merci. Monsieur Serge Hervé, nous revenons sur l'énergie verte et l'épuration au gaz naturel. Une proposition dans un cadre pour l'industrialisation minière en Afrique centrale basée sur cette énergie-là verte. Merci. Comme proposition, pour ce qui est de l'énergie verte, je vais prendre particulièrement le cas du gaz, oui, qui s'intègre très bien dans le cadre des activités, qui pourrait bien s'intégrer dans le cadre des activités du projet CAPS. Je suis responsable d'une structure dont la totalité des projets qui sont en cours de maturation souffrent de problèmes de manque d'énergie. Au niveau du Cameroun, de toute la CEAC, il n'existe pas d'usine de production de verrerie. La verrerie demande assez d'énergie pour pouvoir transformer le sable de silice en verre. Il en est de même pour la transformation de la bauxite en alumine. La proposition reviendrait à ce qui est déjà fait dans le cadre du projet CAPS, c'est-à-dire des pipelines qui vont aller des lieux de production vers les futures usines ou les sites miniers où est disponible la matière première. Donc le schéma qui nous a été présenté par le ministre Gabriel hier à l'ouverture est la solution idoine pour la synergie entre le gaz et le développement du secteur de la mine solide et de l'industrie par ricochet. Merci. Sir Agbo, a question about the green energy and using natural gas. A proposition? Okay. So it's important to note that in terms of the use of green energy, especially in Central Africa, we still need to come back to the idea of mutualization of forces. Why? Because the amount of green energy developed in each country is not yet enough to power, especially the extractive sector. So for us to be able to generate that amount that we can use, we need to bring together what is produced from the various countries
to one center, which means mutualize our efforts, look for a means to basically regroup all these in where it's essentially needed, and then be able to now tap it. Yes, it's going to be a solution, but alone it's not sustainable. We must always seek to use it as an additive. We phase out oil and gas gradually while improving the capacity of the greener energy. So basically, I think that's how it can work. Thank you. Thank you, sir. Monsieur Serge, Monsieur Edgar Bina. Bien, merci encore une fois. Au niveau du Gabon, je pense qu'on parlera beaucoup plus d'énergie propre au lieu de l'énergie verte. L'énergie propre dans ce sens que nous allons de plus en plus utiliser le gaz comme source d'énergie au lieu du fioul, parce que le fioul émet justement des gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, avec les effets sur le climat, donc nous allons vers les énergies propres. Alors, le Gabon, à travers son président, son Excellence Ali Bongo Ondimba, s'est engagé depuis plus de 10 ans dans l'arrêt du torchage. Parce qu'il faut dire que la plupart des champs pétroliers qui produisent au Gabon, ce sont des vieux champs, et ce sont des champs dont la production ou dont le schéma de production a été designé avec torchère. Donc il n'était pas encore, du moins l'arrêt du torchage n'était pas encore à l'ordre du jour. Donc avec les changements climatiques, le Gabon est engagé justement à réduire de façon drastique le torchage. Alors les projets justement de centrales les projets de construction des centrales électriques à base de gaz, hein, donc le gas to power, ces projets vont effectivement contribuer à la réduction du torchage, hein, qui a un effet néfaste sur l'environnement. Donc effectivement, l'intensification ou du moins la multiplication de ces projets va permettre de produire une énergie propre qui sera utilisée par l'industrie minière au lieu que celle-ci continue à utiliser le fuel comme source d'énergie. Il y a de production de GNL qui vont aussi produire ou du moins se permettre de produire de l'électricité non seulement moins chère, mais plus propre, encore plus propre. Donc voilà un peu en gros justement comment la production de l'énergie propre peut contribuer au développement de l'industrie minière dans nos pays. Effectivement, ces sources d'énergie, donc le GNL qui est déjà produit ici au Cameroun d'ailleurs, et qui est produit également en Guinée équatoriale, qui va être produit très, très bientôt au Gabon. Donc ces sources d'énergie, avec la construction des pipelines tels que nous l'avons vu hier dans la petite vidéo, justement, pourront être distribués d'abord dans la sous-région avant de penser à exporter vers l'Europe ou l'Asie et l'Amérique. Merci. Monsieur Komodé. Merci. Je dirais tout simplement que, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais parlé de la durabilité justement de cette synergie. Et donc, pour la durabilité de cette synergie, l'étude d'impact environnemental et social des projets de synergie de synergie mine-énergie est un prérequis. C'est ce que je peux dire. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir les panélistes, s'il vous plaît? Je vais demander à la MC si on a encore quelques minutes pour les questions à l'Assemblée. Merci. S'il y a des questions, nos panélistes sont là pour répondre.
Thank you to give me the floor. Je suis le docteur Lamine Imbe. Je voudrais remercier les panélistes pour leur brillante présentation. J'ai une petite préoccupation pour le directeur général de la Sonami qui a fait allusion au projet Natigal, qui a fait allusion aux difficultés du projet d'exploitation de la bauxite de Mini-Martap. Avant ce panel, il y a eu un autre panel qui a présenté comme bonne pratique le projet Natigal. Ma question est de savoir si, avec la mise en place du projet Natigal, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des perspectives meilleures, heureuses pour le décollage du projet de bauxite de Mini-Martap? Merci. Merci. Monsieur Serge. Merci au docteur Lamine pour la qualité de la question. Le secteur minier au Cameroun rencontre deux principales difficultés. La première, c'est le transport. Il faut environ 1000 km de chemin de fer pour partir de la zone du nord vers les centres d'évacuation, que sont le port en eau profonde de Kribir et le port autonome de Douala. Ça, c'est la première grosse difficulté qui est liée à ce projet. La seconde difficulté, en fait, c'est l'énergie électrique. Vous faites bien de rappeler tout à l'heure, les précédents panélistes ont parlé du barrage hydroélectrique qui est en cours de construction à Natigal. La seule difficulté, oui, c'est une solution, mais la seule difficulté à cette solution, c'est les polluants. Il faut transporter de la bauxite brute pour partir du site de production à Minim, Martap ou Ngaoundal pour la région du centre où le minerai de bauxite peut être transformé en alumine et puis l'alumine pourra être acheminée soit au port autonome de Kribi, soit au port autonome de Douala, soit au port en eau profonde de Kribi, soit au port autonome de Douala. C'est une solution. Maintenant, à cette solution reste la question des polluants et des résidus une fois le produit traité au niveau du barrage de Natigal. C'est une solution. Il faut qu'on prenne en compte l'aspect environnemental, l'aspect social et environnemental lié au transport du minerai de bauxite du site d'extraction vers le site de première transformation. Je vous remercie. Merci. Une autre question? Thank you very much for the opportunity to ask you a question. I will still come back to the director of Sonamin. My name is Professor Njo Viva. I'm a petroleum geoscientist from University of Bamenda. So I was going to ask that looks like our policies for now are still based on only the basic, the very giant project, very giant energy project in Attica, to name them. Rather, we have said, like you just mentioned, to produce energy is one thing. To transport this energy to the users is yet another question, the difficulties. So have you thought about looking at the small rapids and waterfalls that make smaller projects that can, furnish energy to the immediate, so that evade the issue of transportation, which is another way of distributing energy in smaller centers, but yet very effectively. Thank you very much. Qui peut répondre à la question? Je pense que c'est les études de faisabilité qui doivent permettre de résoudre ce type de problème. Mais il y a des projets miniers pour lesquels nous n'avons pas de disponibilité de sources d'énergie à côté du projet. Je vais prendre le projet d'exploitation du fer de Mbalam, qui est un projet transfrontalier entre le Cameroun et le Congo. À ce niveau, au niveau du Congo, on est le côté Congo, c'est Nabeba, on est à 560 km du port en eau profonde de Kribi. Côté camerounais, on est à 500 km du port en eau profonde de Kribi. De ce côté-là, les études montrent
qu'il n'y a pas un projet énergétique à côté pour pouvoir directement permettre d'exploiter le projet. Donc, pour ce type d'exploitation, il faut faire soit une transformation, soit faire venir de l'énergie, soit transporter la matière première pour un site où on a l'énergie pour pouvoir avoir une première transformation. Quand bien même le projet d'énergie peut être résolu sur place, comme c'était le cas pour la bauxite de Fongo Tongo qui se retrouve à l'ouest, où il y avait un problème d'un mini barrage quelque part dans la localité, le problème de transport s'était déjà posé. C'était la société qui a mené les études, a fait face au problème de transport pour partir de l'ouest du pays vers la région du littoral, notamment la localité des DA, parce que c'était la société Alcan qui avait trouvé un petit barrage qu'on pouvait mettre au niveau de Fongo Tongo pour pouvoir transformer la bauxite en alumine sur place pour pouvoir alimenter la société à l'UQAM. Il y a certains projets qui se prêtent, dont on peut trouver aux alentours des commodités d'énergie énergétique, mais pour la plupart, il faut faire venir de l'énergie de très loin ou alors il faut transporter de l'énergie, la matière première vers les centres de production d'énergie pour la première transformation. Merci. Nous allons prendre la dernière question pour clôturer ce panel. S'il vous plaît, un micro. Il y a un autre micro qui va arriver. Merci. Thank you very much. Thank you, mine is sir. not a question, but comments. I just want to observe that we have come to accept, wittingly or unwittingly, observations that have been made outside of our continent, and we have come to imbibe it, and gradually we are echoing it. One of the panelists had said, and I think a few people have said that before, that gas is the energy of transition, and by implication, oil should be like something that we should all forego. I want to say that for Africa, all forms of energy are needed for us to get out of energy poverty. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? And the moment we begin with that feeling that, look, oil is out, gas is it, we are falling into a trap created for us. Because this concept of energy, gas as an energy of transition really isn't original to Africa. With due respect to our leaders who say it, it is a concept created by the anti-fossil fuel lobby. They realize that if they are to fight oil and gas at the same time, it will be a Herculean battle. Therefore, divide and rule. Gas as a good fuel for now, and that have it will be happy to say, well, we don't. So and for example, when this anti-fossil fuel group fight against fossil fuels, the focus is essentially on oil and gas. Nobody talks about coal, which is even more dangerous. Nobody talks about coal because they have coal, they are still using. I think it's important when we hear concepts, we should critically analyze it before we begin
to say it out so that others will also pick it and regurgitate it. And then before you know it, it has gained a wide currency, but the basis of which we don't really fully understand. Thank you. Merci. Je crois que nous pouvons clôturer ce panel avec la très bonne réaction de monsieur. Et en vous remerciant d'avoir participé à ce panel, je remercie tous les panélistes qui étaient ici présents. Merci à vous. Et faisons évoluer les choses en mettant en avant le continent africain. Merci. Nous allons remercier une fois de plus les différents participants à ce panel, également la modératrice de ce panel et surtout l'intervention du secrétaire général, justement le docteur Omar Farouk, le secrétaire général de l'Organisation des producteurs de pétrole africains, et cette réaction justement qui nous ramène à l'affirmation que nous tenions déjà hier. C'est un combat pour la survie économique et énergétique de la sous-région Afrique centrale. Nous allons poursuivre avec le prochain panel qui, cette fois-ci, se focalise sur l'électricité, Cross-Border Electricity Infrastructure and Intra-African Electricity Commerce, Opportunities and Challenges in Central Africa. Ce panel sera modéré par Monsieur Karl Beng, que j'invite sur cette estrade. Bien évidemment, pendant que nous accueillons le modérateur, on rappelle que le même principe est encouragé. On vous encourage à participer. So you can add questions or contributions. Good afternoon, everybody. Bonjour à tous. My name is Karl Beng, and it's indeed an honor to be with you. Thank you all for staying put for this session. So, as our host has mentioned, this session is entitled Cross-Border Power Infrastructure and Power Trade, Challenges and Opportunities for the Central African Countries. This is indeed an interesting topic, not just because if we succeed to resolve this, it's going to imply that we're going to have electricity in all households in the sub-region, but also I am kind of very pleased to receive this very high-profile gentlemen to share their thoughts on this topic. So straight to the persons who will be sharing ideas with us this afternoon. I'm pleased to start by inviting Mr. Atarat Azara Magro, the Permanent Secretary of the Central Africa Power Pool. Donc, Monsieur Atarat Magro, Secrétaire permanent du Pôle énergétique de l'Afrique centrale. Bonjour et bienvenue, monsieur. Nous allons aussi recevoir Monsieur Dolmian Nathaniel, Directeur des opérations de la SNE, Société nationale d'électricité du Tchad. Bonjour, monsieur. We also have Mr. Patrick Esame, who is a business development expert in the global electricity transmission and distribution sector and a contributor to the Africa Energy Outlook. All right. I guess we'll receive Patrick in the course of the discussions. Oh, here he is. Bienvenue, monsieur. And we have Mr. Paul Jing, who is one of Cameroon's finest attorneys and managing partner of Jing & Partners, a corporate law firm based here in Douala, Cameroon. Mr. Jing. I'm not sure. We are expecting more panelists. We have
Mr. Frederick Vondo, who is Director General of Globelec. Okay, hopefully he joins us in the course of the exchange. And we have Mr. Serge Esso, founder and CEO of Glencoe Advisory, a company that specializes in providing market entry and advisory services across the sub-region. Mr. Esso, good day, and thank you for being a part of this. So before I go to the questions we have for the panelists, I would like to, picture the stakes so that we kind of understand what we are talking about. And I'll mention that the other panels have talked about gas, they've talked about other mineral resources, and this panel focuses specifically on electricity. So just some facts for our appraisal. The African Development Fund reports that Central Africa has fewer electricity interconnections than all other regions in the world. So as it stands, we have just one interconnector, I might be wrong, but this is from the African Development Fund, of 240 kilometers between DRC and Congo. That appears to be the only interconnector connecting countries in the sub-region. And this line permits the transmission of around 100 megawatts of electricity. And in 2019, we had just 0.2% of electricity produced in the region traded between countries. I don't think that's an encouraging number. The second thing I would like to point out is the potential. The Central Africa Power Pool, whose Secretary General is right here with us, projects that we have more than 42 projects that can be developed to enhance trade across the sub-region. And just to name a few which have been mentioned here, we have the Chad-Cameroon transmission line, 1,024 kilometers, that has the potential of lighting up over 100 villages across both countries. We also have a transmission line, Beloko in Central African Republic to Garoua-Bula in Cameroon. Those are potential projects. There is a Gabon, Equatorial Guinea potential project. There is an Inga, Boma, Mwanda, and Kabida interconnection project. And of course, the DRC Congo project I mentioned earlier. So the controversy we observe is, even though we have this potential, we are still in energy poverty, which is clearly not a good thing. So, gentlemen, permit me to start with the Secretary General of the Central Africa Power Pool, Monsieur Azara Magro. Oui. Bon, dans le cadre de votre travail, comme secrétaire permanent de le pôle énergétique de l'Afrique centrale, pouvez-vous nous décrire brièvement l'évolution de cette institution? Parce que je pense que c'est l'institution qui est au centre de l'évolution des infrastructures entre ces pays. Pouvez-vous nous décrire un peu l'évolution de cette institution et comment est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites maintenant? Comment est-ce que vous réussissez à gérer les projets qui sont en cours? Donc, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais avant tout saluer ici leurs excellences, le ministre du pétrole et de l'énergie de l'Afrique centrale. Remercier le ministre de l'Industrie de la République du Gabon, notre de Guinée équatoriale, et les organisateurs de ce forum qui, pour la deuxième fois, m'invitent à participer à ce grand événement. Je suis Atade Azarmogoro, comme vous l'avez dit, le secrétaire permanent du pôle énergétique de l'Afrique centrale. Je tiens simplement à rappeler que le pôle énergétique de l'Afrique centrale a été créé en 2003 suivant les directives des chefs d'État des 11 États de la CEAC. En avril 2003, donc à Brazzaville, comme pays siège. Donc le pôle énergétique de l'Afrique centrale a eu un premier jalon de projets, d'une dizaine de projets à Bata en 2004. Et à ce jour, nous avons 40 projets, deux types de projets d'ailleurs, des projets intégrateurs prioritaires qui sont au nombre de 27, comme vous l'avez dit,
et le projet du programme de l'éducation transfrontalière qui sont au nombre de 13. Je tiens simplement aussi à ajouter que le projet phare aujourd'hui qui sont matures, c'est le projet d'interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad. Ce projet aujourd'hui en sa phase d'exécution. Il y a bien d'autres projets, comme vous l'avez cité, Inga Kabinda Pointe-Noire, qui concerne 3 États, la RDC, le Congo et l'Angola. Il y a l'interconnexion entre le réseau du Gabon et du Congo. D'autres projets du genre, projet d'interconnexion entre la Guinée équatoriale et le Gabon. Plusieurs projets d'éducation transfrontalière, vous avez cité quelques-uns. Garo Boulaye, qui alimente Beloko en RCA. Le projet de l'éducation de 4 localités au Congo, en partance du Gabon, de la République gabonaise. Le projet de l'éducation transfrontalière de plusieurs localités en République gabonaise, en partance de la République de Guinée équatoriale. Tous ces projets sont dans le pipe. Je tiens simplement à rappeler que, effectivement, le secteur de l'énergie électrique est le maillon faible du développement de notre sous-région. On ne peut rien développer sans l'énergie électrique. D'aucuns l'ont dit, c'est vrai, l'électricité, c'est le fondement, c'est l'ossature de tout développement industriel, social, économique, etc., etc. Voilà 19 ans que nous existons. Pour la toute première fois, le projet pour lequel nous sommes sûrs et pour lequel des efforts ont été faits, c'est le projet dont Tchad Cameroun. Je pense que ce projet, c'est le projet le plus important depuis que l'Afrique centrale existe. Certes, il y a eu le tronçon Kinshasa-Brazzaville qui était alimenté vers les années 70, mais c'est vraiment rien en comparaison avec le projet d'interconnexion des réseaux électriques du Tchad et du Cameroun. Si vous me permettez, monsieur le secrétaire permanent, quel est le challenge principal pour ce projet Cameroun-Tchad que vous avez mentionné comme projet principal? Ce projet est essentiel parce que c'est le seul projet du secteur électrique qui a eu l'agrément de toutes les parties, en particulier les bailleurs de fonds. Quelqu'un l'a dit ce matin, je pense que les 2 chefs d'État qui se sont accordés pour que ce projet puisse se réaliser, l'effet était direct. Nous avons eu les financements pour les études, qui ont été d'ailleurs managés par le secrétariat permanent du pôle énergétique à Brazzaville. Nous avons eu, dès la fin des études de ce projet, des financements de la Banque mondiale, de la BAD et de l'Union européenne. D'ailleurs, d'autres partenaires sont arrivés, mais ils étaient arrivés quand le financement était déjà bouclé. Il s'agit notamment de la BUI aussi, et puis même la BADEA. Donc, ce projet permettra au Tchad, mon pays, qui produit l'énergie électrique à base du gazole. Le gazole, c'est cher, et du fioul. Donc, des sources hydrauliques de l'énergie du Cameroun pourra permettre au Tchad de bénéficier non seulement à moindre coût le kilowattheure, mais en quantité et en qualité. Donc, en effet, vous êtes assuré que ce projet va aboutir? Oui, je le dis en prenant témoin le ministre de l'Énergie et du Pétrole du Tchad qui est ici présent. Je pense que ce projet aboutira. Okay, merci beaucoup. That's good news, everyone. So the Secretary General has just told us his institution was created in 2003. They have currently 40 projects they're working on. But the key project is the Chad-Cameroon project, which is clearly, based on his assessment, going to kick off and going to be successful. And I think that's good news, something that needs to be applauded. Thank you. So permit me to go a little bit back, and I would like to come to you, Mr. Patrick Esame. Based on your assessment, what are the trends? I want us to look at out of the Central African region a little bit. What are the trends that you're observing across other regions, and what is the main contributing factor to success for cross-border infrastructure projects specific to the electricity sector? I understand that you have a lot of understanding with this, working with the International Energy Agency. So I would like you to give us that global or maybe regional perspective. Yes, thank you.
En français, s'il vous plaît, n'importe qui. Okay, merci. Les interconnexions permettent une assistance mutuelle entre systèmes électriques. Lorsqu'un système fait appel à une demande extrême, les interconnexions permettent une réponse collective. En mutualisant les ressources et les réserves, les interconnexions permettent d'assurer la sûreté du système électrique, d'assurer la disponibilité de l'énergie à tout temps et à moindre coût. Les maîtres d'ouvrage font face à plusieurs difficultés lors du développement des projets transfrontaliers. Ils font face à plusieurs défis. Il y a le défi administratif, les défis économiques, les défis techniques, les défis d'acceptation sociétale, les défis de réglementation, les défis institutionnels. Seule la volonté pour mettre en place un projet ne suffit pas. Les facteurs de succès sont d'abord les bonnes personnes aux bonnes places, la vision commune, une stratégie à long terme, un cadre réglementaire et institutionnel favorable, une très bonne politique nationale et régionale, des projets bancables et que chaque partie prenante puisse jouer sa partition. On connaît beaucoup de projets qui sont bloqués actuellement parce que les parties ne respectent pas les engagements. Nos frères de l'Afrique de l'Ouest n'ont pas fait la magie. C'est uniquement ce qu'ils ont appliqué et ils connaissent le succès qu'on connaît actuellement. Okay, merci beaucoup. I'll go over to Barrister Jing. As Mr. Same has mentioned, he's listed a couple of challenges, and also these challenges tend to be success factors. Can you describe to us, from a legal perspective, you know, the state of regulation across the sub-region? And also, you know, from a legal perspective, what do you think is the key barrier? Because I think that we've heard these things yesterday, regulation, policy. Many years back, we had the Yo-Yo project. We had Noble Energy here that discovered the Yo-Yo deposit. We had Noble Energy in Equatorial Guinea that was handling the Yolanda. I think the Minister of Equatorial Guinea is here, and he knows very well about the project. There were challenges, how to deal. We didn't have any laws that could manage the product or the discovery linking the two countries, which is still a challenge. So we don't have a community law. We have local laws. Luckily, those local laws give the opportunity, they create provisions for export. And so we have to have the political will. I come back to the political will for all these countries to come together and create a community law to be able to guide such cross-border projects. Exactly. Thank you so much for that. And it's what's happening across West Africa. Donc, Maître Jing a évoqué, je pense, deux aspects clés. Le fait que nous n'avons pas un régulateur régional dans la sous-région, le fait que nous n'avons pas un régulateur régional et le fait que les pays essayent de garder toujours leur souveraineté, mais ils pensent que les pays sont déjà en train de faire des évolutions dans l'aspect juridique. Les pays comme le Cameroun a mis en place les lois qui permettent la vente d'électricité dans la sous-région. Et ça, c'est un aspect qu'il faut encourager. Et on appelle d'autres pays peut-être de revoir leur législation et d'inclure les provisions qui peuvent permettre à des pays à vendre, à échanger d'électricité entre eux. OK, merci. Monsieur Sergesso,
j'aimerais que vous êtes conseiller en matière, bon, je ne sais pas si vous êtes spécialisé dans le secteur de l'électricité, mais j'imagine que vous conseillez plusieurs clients qui veulent entrer dans le secteur. Mais quel d'après vous, est le niveau de participation du secteur privé dans le développement des infrastructures énergétiques? Est-ce qu'ils ont d'abord un rôle en tant que conseiller des entreprises qui veut développer le secteur, qui veut participer dans le secteur? Oui, merci. Je voudrais déjà remercier les organisateurs et les penseurs de cette initiative, qui est une initiative à saluer vraiment des deux mains, mais que je pourrais dire, disons, dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce qu'on ne sera pas à nouveau dans une salle en train de se demander pourquoi est-ce que tous ces projets de pipeline, d'interconnexion électrique, etc., qui sont mis en place, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas vu le jour? Ça fait quelques décennies que je travaille en Afrique, on va dire, dans différents domaines, dans différents secteurs, fortement beaucoup dans l'électricité et hydrocarbures. Mais je constate malheureusement qu'on a un problème d'exécution de la vision